Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le WED? Allez, viens, je vais te montrer. Le WED, c'est une asso étudiante nantaise créée en 2005. L'objectif de la mission est simple, soigner et éduquer des populations dans le besoin d'hygiène bucco-dentaire. D'abord en Mauritanie, c'est en 2010 que le groupe rencontre l'association Ankadibé et décide de partir à Madagascar. Et là, c'est le coup de foudre. Tout est à construire sur place, mais c'est ça qui est excitant. 13 ans après, l'association a bien évolué. C'est aujourd'hui des milliers de soins qui sont prodigués chaque année, des centaines d'enfants éduqués à l'hygiène bucco-dentaire et des dizaines de personnes qui se coordonnent sur place pour que la mission soit un succès. Pour nous tous, l'aventure a commencé pendant l'été 2022 lorsqu'on a reçu cet appel un petit peu étrange. Oui, allô? Oui, salut, c'est Landry, Deloitte. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, super, merci. Bon bah, bonne soirée, hein. C'était cool d'avoir tes nouvelles. Et ça voulait dire qu'on était pris. La machine était en marche. Collecte de fonds, dossier de subvention, réservation des billets d'avion, réunion, enfin tout un tas de trucs en rayon qui nous ont amenés à 2 jours du départ. Ça a débuté en juin. On a rencontré l'équipe de l'année dernière et on s'est tout de suite réparti les rôles. Donc chacun avait un rôle prédéfini et puis finalement tout le monde a un peu participé au rôle des uns et des autres. Donc Eva et Antoine étaient pour le partenariat, donc ils ont rencontré tous nos partenaires, notamment les partenaires pour le matériel dentaire. On avait Charlotte et Landry qui sont des étudiants qui sont déjà partis l'an dernier, qui repartaient cette année avec nous. Il y a eu Lucas et Charles qui sont 2 docteurs qui sont venus pour nous épauler. Baptiste et Rémi, les 2 prothésistes qui se sont occupés de réunir le matériel dont ils avaient besoin. Il y avait Camille et Adèle qui se sont occupés de la communication. Anaëlle s'est occupée de tout ce qui est logistique, donc c'est les billets d'avion, le transport pour aller à l'aéroport. Clarisse, elle s'occupait de la pharmacie, donc à la fois pour nous, pour les vaccinations, pour la trousse de secours et aussi pour tous les médicaments et les médicaments pour les patients. Louise a super bien géré la trésorerie parce qu'effectivement on a besoin d'argent et de bien l'utiliser, donc merci à elle. Et puis Mathilde s'est occupée de créer les goodies, donc des t-shirts pour récolter de l'argent pour le WED, et elle a organisé aussi une soirée qui a permis de collecter des fonds. Et enfin, Sœurne et moi, on s'occupait de l'administration et de remplir les dossiers de subvention. On est passé en commission pour des subventions pour pouvoir récolter des fonds pour l'association. Mais je suis carrément à la bourre. Moi, c'était quelque chose que je voulais faire depuis ma P2, donc dès la 2e année. Et c'est une expérience, je pense, de dingue. On part à 12 étudiants, il y a 2 profs qui viennent avec nous, qu'on a choisis, et il y a 2 prothésistes. Je trouve aussi que c'est vachement important et vachement intéressant d'avoir une mission solidaire ou humanitaire comme ça où on peut apporter notre expertise, notre compétence. De l'Express.
Du coup, moi, c'était la mission VP internationale. Je me suis occupée du trajet. Je m'occupais d'organiser le trajet pour aller jusqu'à Paris et de Paris jusqu'à Tana. Au final, on a loué un minibus pour aller jusqu'à Paris avec toutes les malles. Et après, de Paris, on a pris l'avion avec une escale à La Réunion. Et ensuite, on est arrivé à Tana, donc ça nous a fait un bon trajet de 24 heures environ. À Nantes, on s'est retrouvés à la fac juste avant de partir pour charger toutes les malles dans le minibus. Là, moi j'avais très peur que ça rentre pas dans le minibus niveau taille, mais en fait c'était large. Donc ça c'était un peu l'appréhension de tout le monde. Et à Paris, on a retrouvé Rémi, Louise et Baptiste. À ce moment-là, on a fait toute la fin du listing des malles. On a du tout cellophané. Et là, c'était un peu le stress de savoir est-ce que les malles sont trop lourdes, est-ce que nos sacs à dos, qui étaient vraiment super gros, est-ce qu'ils étaient trop lourds aussi, est-ce qu'on pouvait passer ou est-ce qu'on aurait eu un supplément. Au final, tout s'est bien déroulé. Là, on est passé au comptoir, on est tous bien passés, pas de supplément. On était un peu lourds, mais bon, ça l'a fait. Super, merci. La Baume, expliquez-moi un petit peu ce vin. Écoutez, c'est un cabernet. Moi, je vais C'est un cabernet. c'est pour côté cabernet. Ça me rappelle tout simplement ma collègue. Je crois que mes collègues vont également prendre un petit vin. Nous avons à droite quelque chose. J'étais à Côte-de-Bourg, Château-Lorette. La pilote juste ici là. Les malles étaient enregistrées de bout en bout, donc à Madagascar. Ensuite, on a attendu nos malles. Et on a tout récupéré. On avait un peu peur que ce soit cassé et tout, une ou deux malles un peu cassées, mais tout était là. On nous a rien pris, rien volé, donc on était un peu soulagés. Voilà, voilà. Moi, ce qui m'a assez perturbée, qui était assez dingue, c'est quand on est arrivé à Tana. Le parcours entre l'aéroport et l'hôtel, c'était assez hallucinant quand on est rentré dans le bus parce qu'il y avait énormément de monde. Et en fait, c'est la première image que j'ai eue de Madagascar, c'est vraiment ce monde qui était dans les rues. Et on voyait toutes ces personnes qui couraient à côté, ces enfants qui sortaient de l'école, tout ça. Et c'est vrai que c'était assez hallucinant parce qu'on avait l'impression qu'on allait les écraser, quoi. Alors ouais, en fait c'était pas aussi rapide que ça. Le seul souci qu'on avait, c'était est-ce que le camion va passer les routes ? C'est bon, il n'y a pas une seule complication. Les conditions étaient totalement différentes que celles qu'on va avoir en France. Rien qu'au niveau des terrains, c'était beaucoup moins praticable et ça dépendait vraiment des intempéries. On avait vraiment vu sur les crevasses de la route
Et on pensait qu'on n'allait jamais passer, quoi. On s'est dit non mais là, on va tous finir dans le ravin et voilà, ce sera une mission qui s'est écourtée. Mais c'était assez hallucinant de voir au final qu'on avait des contrastes de paysages et des contrastes aussi de population et de contrastes de routes. On arrive enfin chez Doudou, dans le village d'Ankadibé. Doudou, c'est le grand frère de Farah. Il nous présente les lieux où on va loger pour la prochaine semaine. C'est sommaire, mais on s'y sent tout de suite bien. Une fois qu'on a déposé nos affaires chez Doudou, on part à la découverte du village où on va travailler. Ce village est situé à 20 minutes de marche à pied à peu près du village d'Ankadibé. On arrive au village d'Antananaban où les habitants nous attendent de pied ferme. Ils sont habitués en fait à avoir l'oued de revenir chaque année. Rad et Tahir sont arrivés avec le minibus et ils commencent à décharger toutes nos malles de matos. Et donc c'est le moment pour nous d'installer le matériel dans les petites bâtisses qui vont nous servir de salle de soins. Ces deux petites bâtisses sont en fait au centre du village d'Antananaban et elles nous serviront de salle pour la chire et de salle pour la prothèse. Dans ces petites bâtisses, on retrouve aussi tous les instruments de chirurgie qui sont stockés dans des malles qui restent sur place d'une année sur l'autre. L'installation du matériel se poursuit. Donc dans la salle commune du village, on met en place une mini clinique de chirurgie avec d'un côté toute la réserve de matériel, donc les gants, masques, daviers, pistons, fils de suture, compresses. Et de l'autre côté, on met en place les 5 tables d'opération sur lesquelles on installe un champ opératoire, un plateau, les solutions hydroalcooliques, les lingettes désinfectantes et les dasseries. Dans le fameux container où il y a le fauteuil qui a été offert par le dentiste allemand, on installe un vrai plateau technique de soins conservateurs avec d'un côté l'espace opérateur, donc avec les miroirs, les sondes, les précelles, les fraises, le moteur, et de l'autre côté l'espace pour l'aide opératoire, l'assistant. Une fois qu'on a déchargé toutes les malles et que l'installation est terminée, il était un peu tard pour commencer à opérer. Et donc on a décidé de suivre les enfants jusqu'à la cascade à travers les rizières. Et on s'est tous baignés à la cascade, c'était un moment incroyable. On était trop contents de l'installation, mais en même temps on était hyper impatients de commencer à soigner et presque frustrés de ne pas pouvoir commencer à soigner dès ce jour-là en fait. Une journée type qu'on a vécue à Madagascar, c'est le début, on part pour être à 8 heures au travail, on se répartit en binôme, un binôme ou 2 binômes pour les soins d'OC, le reste pour la chirurgie ou pour dépanner. Il y a également 2 binômes pour les premières consultations, donc c'est ce qu'on fait sur les premiers patients, on les reçoit en première consultation, on fait le bilan sur ce qu'ils ont et on les adresse soit en chir, soit en OC. Si les patients ont des questions, on appelle Farah et on essaye de se faire comprendre, de s'expliquer et
de faire comprendre au patient ce qu'on prévoit de faire sur lui également. Ensuite, on l'adresse vers la chirurgie. Farah leur distribue des petits gobelets et des petites serviettes puisqu'on n'a pas de fauteuil, on soigne les patients sur des tables. Donc sur les tables, il n'y a pas d'aspiration, il n'y a pas tout ce qu'on a chez nous en France. Dès qu'il y a un peu de sang, un peu trop de salive dans la bouche, on leur demande de se relever et de cracher. Les positions de travail pour nous, elles sont pas évidentes puisque les patients sont assis, les tables sont plus ou moins hautes ou basses. Donc c'est pour ça qu'on n'hésitait pas à faire des pauses régulièrement ou à tourner, changer de poste de travail entre l'OC et les premières consultations. Les patients, une fois qu'on les a vus en chirurgie, ils retournent voir Farah. C'est elle qui gère les conseils post-op et qui donne les médicaments, le paracétamol ou l'amoxicilline si besoin. Tahiri et Rad et Nanou, c'était l'équipe de Farah. Ils nous ont permis de faire la stérilisation. Il avait les instruments un à un avec des grandes cuves d'eau et de produits. Bon, c'était pas une stérilisation comme en France, mais ça nous permettait quand même de travailler dans des conditions qui étaient un petit peu plus propres. On dirait pas stériles, mais un peu plus propres. Sur le pôle OC, on sent qu'il y avait de la satisfaction vis-à-vis des patients parce qu'ils arrivaient avec des caries et on arrivait, nous, à les faire repartir sans ces caries et avec un esthétique qui était présent. Les soins d'OC, comparés à la chirurgie, c'est quelque chose qui se voit tout de suite, un peu comme la prothèse. Ils arrivaient avec ces points noirs et nous, on arrivait à retirer ces points noirs et leur rendre leur sourire et c'est ça qui était vraiment satisfaisant pour nous. On a travaillé dans des conditions plutôt extrêmes. Le pôle LOC était dans un conteneur qui était là depuis pas mal d'années, avec un fauteuil à demi assis, sous 40 degrés. Mais on avait un bel esprit d'équipe qui permettait de changer assez vite à tour de rôle pour qu'on ne soit pas trop en difficulté au fil de la journée. La chaleur était vachement importante et du coup tout prenait très vite. On n'avait pas d'eau, on n'avait pas d'aspiration et on faisait avec les moyens du bord. Mais on a réussi à faire de jolis cas et à rendre le sourire sur pas mal de personnes. L'installation en canapé s'est plutôt fait assez facilement. On a trouvé une table, de quoi avoir des chaises, moi c'était une malle. On avait tout notre matériel, on avait amené nos fournitures et on a la bonne surprise aussi de trouver le matériel que nos prédécesseurs nous avaient laissé. Donc en 1 heure c'était fait, on avait chacun notre place, chacun nos machines et on a pu commencer notre mission assez rapidement. Après notre demi-heure de marche matinale, on arrivait le matin vers 8h au dispensaire. On savait exactement ce qu'on avait comme travail à faire parce que tous nos patients étaient venus lundi faire leurs empreintes. Donc on savait qu'il fallait qu'on réalise tel cas, tel patient pour pouvoir remplir notre objectif et pouvoir livrer toute notre prothèse le vendredi matin, voire après-midi. En fait, pendant toute la semaine, on fait les différentes étapes. Donc on voit le patient le premier jour, puis le second pour continuer la prothèse. Et le vendredi, c'est la livraison de toutes les prothèses. Il y avait une petite maison où ils pouvaient se placer juste devant et ils ont attendu toute la journée leur prothèse que les 2 prothésistes finissent les polymérisations des résines. On a fini pile poil, les gens rangeaient tout autour de nous, on a fini vraiment qu'avec une table, un tout petit peu de matériel pour pouvoir assumer cette livraison. Chacun leur tour, quand leur prothèse était terminée, les patients étaient amenés à venir avec nous pour qu'on leur livre. Et ça c'était vraiment un moment magique parce qu'en fait ils avaient des étoiles dans les yeux. C'est quelque chose qu'ils ont toujours attendu. Une prothèse dentaire, c'est un luxe qu'ils ne peuvent pas se payer. Ça a été pour moi un moment très très fort en émotion. Le stress retombe et surtout on voit les patients repartir avec leur appareil ou leur complet avec un grand sourire en disant merci et je pense que pour moi ça a été l'une des plus belles choses de l'aventure. De pouvoir livrer ces travaux, de voir les gens contents et de se dire qu'on est vraiment venu pour quelque chose. J'avais fait une prothèse avec Charlotte, avec une patiente qui n'avait plus du tout de dents au maxillaire. Et donc quand on lui a livré, elle était tellement gênée d'être heureuse qu'elle n'osait même pas sourire alors qu'elle avait un magnifique sourire. Ce moment-là, pour moi, ça sera sans doute le meilleur parce qu'on s'est senti utile à ce moment-là. Ils étaient très, très reconnaissants envers nous et c'était très touchant. Tous les soirs, on se réunissait autour de la table, donc autour d'un petit apéro avec des caca pigeons, enfin des petits gâteaux apéros locaux. Et c'est à ce moment-là que Farah nous faisait le bilan de la journée, avec le nombre de patients qu'on avait pu voir, avec le nombre d'extractions, le nombre de soins. Et c'est là où on se rendait vraiment compte de tous les patients qu'on avait pu aider, tous ces patients qui viennent de loin. Ces moments, le soir, c'était aussi un moment où on pouvait se retrouver, on rigolait tous ensemble. On buvait une petite THB, la bière locale. On a aussi fait beaucoup de jeux de société le soir pour se détendre après une dure journée. On a beaucoup joué au loup-garou par exemple ou des jeux qu'on inventait nous-mêmes.
Donc en plus des soins qu'on a réalisés là-bas, on avait aussi une mission de prévention qui consistait à aller voir dans les villages les enfants et les adultes et leur présenter ce que c'est que les brosses à dents, les dentifrices et globalement l'hygiène bucco-dentaire. Donc c'est pour ça qu'avec Sørn, Charles et Eva, on est allés dans un village à 1h30 d'Ankadibé. Donc on avait rempli nos sacs à dos de dentifrice et de brosses à dents. Et on est arrivé dans un village où là, les enfants étaient à l'école. Tous les enfants se sont mis en rangée. Et là, on a commencé à leur présenter, grâce à des modèles, comment se brosser les dents. Donc on leur montrait les faces des dents avec le dentifrice. Ensuite, on les a fait essayer eux-mêmes sur les modèles. Et puis, à la fin, on leur a chacun donné une brosse à dents et un petit tube de dentifrice. Et ils se sont brossés les dents eux-mêmes. Donc là, c'était plutôt rigolo de voir tout ça, puisque la plupart n'avaient jamais vu de brosse à dents, jamais essayé. Donc cette mission, c'était vraiment une des missions où on s'est senti, je pense, le plus utile. C'est vrai que quand on extrait les dents, quand on soigne, effectivement, on soulage, mais le b.a.-ba, c'est quand même de leur apprendre à se brosser les dents, à leur apprendre vraiment à faire tout seul, eux-mêmes, avant d'avoir ces soucis-là. On espère vraiment qu'ils ont compris, et voilà. Il a commencé à pleuvoir, vraiment énormément, il commence à faire nuit. Sørn, motivé de ramener des bières pour tout le monde, fait le trajet en courant. Mais en fait, quand il revient sous la pluie, il était vraiment trempé de la tête aux pieds. C'était vraiment un truc de dingue. On s'est dit quand même qu'il fallait rentrer sous la pluie, dans la nuit. On n'avait pas tous pris nos kawaii, donc c'était des sacs poubelles sur nous. Et une petite équipe de gars qui sont partis en premier sans nous attendre. Et heureusement, il y en a certains qui étaient là pour nous attendre, nous toutes les filles. Et donc là, on a commencé le trajet pour rentrer. Sur le coup, je pense qu'on a tous eu un peu peur, mais bon, ça s'est vraiment très bien passé. Donc un peu plus de peur que de mal, au final on a bien rigolé, c'était une bonne anecdote. Pendant la mission, il y a eu vraiment beaucoup de moments marquants. Mais le moment que j'ai envie d'évoquer là tout de suite, c'est le loto. C'était le dernier jour à Ankadibé. Après 5 jours de travail intensif, on décide d'organiser un loto pour remercier l'ensemble des habitants qui nous ont aidés au bon déroulement de la semaine. Et c'était un moment très émouvant, à la fois chamboulé par l'émotion de quitter le village et surtout touché par le bonheur qui pouvait se lire sur le visage des Malgaches quand ils recevaient des lots aussi simples qu'un ballon, une paire de chaussures ou une boîte de crayons. C'est un moment qui m'a beaucoup marquée et dont j'ai envie de me souvenir parce qu'à ce moment-là, l'équipe était très soudée et tout le monde était traversé par le sentiment de reconnaissance vis-à-vis de l'intensité de la mission et de l'aventure qu'on était en train de vivre. Avy tamin'ny fisian'ny fanalana nify teto Tananambary, tamin'ny voalohany mihitsy any efa nanala nify sady nanao solo-nify tamin'ilay fahatongavan-drareo voalohany. Manao ny asany amin'ny fosin'ny fitiavana zareo hatramin'izay nahitana azy. Faly be izay eto Tananambary satria taloha izay raha vao misy hoe misy vazaha dia maniditra anany an-trano. Fa amin'izao izay zany izay efa tsy misy fahatahorana, tsy misy elanelana fa voatongonareo dia efa tonga izay. Mahatsiaro hoe tsy sahirana be izay satria raha hoaretanareo izay dia mandany vola frais mividina protèzy. Izao izay mampahany kely fotsiny dia efa afaka manao protèzy. Fampitomboana isan'ny prothésiste. Augmenter le nombre de prothésistes et le temps de travail des prothésistes. Si je devais choisir un moment qui m'a marqué, je pense que je choisirais le moment à la fin de la première semaine. Donc on était dans la salle qui nous servait de salle de chirurgie, mais en fait qui est une salle pour les jeunes du village le reste de l'année. On finalisait de ranger les malles pour la deuxième semaine. Et donc à ce moment-là, il y a une femme qui arrive avec un grand sourire. En fait, c'était une femme à qui on venait de confectionner une prothèse. Et elle était très contente et pour remercier toute l'équipe, elle nous a offert un sac en toile rempli d'oignons et d'ail. C'est en ça que le WED est une mission géniale,
Parce que c'est des gens qui viennent faire 4 à 6 heures de route à pied pour venir nous voir. Ils attendent parfois le même temps pour qu'on les prenne en charge. On leur fait des extractions, on leur fait des soins. Et après, ils repartent. Ils ont pareil encore cette longue marche à suivre pour rentrer chez eux. Et finalement, ils gardent toujours le sourire, ils sont toujours très reconnaissants. Je suis content d'avoir pu soigner ces gens-là dans les villages reculés et puis avoir pu soulager certaines de leurs douleurs dentaires. Et c'est pourquoi le WED est une super initiative étudiante et j'espère que c'est une mission qui perdurera encore de nombreuses années. À la fin de la première semaine où on rentrait dans Kadibé, il y a des gens qui nous ont arrêtés sur le trajet et moi ça m'a vraiment marqué. Ils nous ont dit « c'est vous qui avez fait la bonne action à Kadibé ». Et à ce moment-là, tu réalises que vraiment les soins, tout ce qu'on a pu faire pendant une semaine, finalement les gens sont tellement reconnaissants, ils ont tellement de bienveillance à l'égard de l'action qu'on a pu faire. Là, on reprend une petite pause sur le chemin puisque le chemin était impraticable. Nous devions camion. Et moi je flippe ma race. T'as peur? Mais non, maintenant j'ai plus peur parce que Guiche m'a expliqué qu'en fait si on tombe, c'est pas grave parce que les vitres sont en plastique. Olivier extrême. On a vu une différence dans le deuxième village, c'est que les gens avaient beaucoup plus l'habitude de voir des touristes en fait avec la proximité du lac qui est à côté. Et du coup, à peine sortis du bus, il y a eu plein de personnes qui sont venues nous voir juste pour demander de l'argent pour nous vendre des pierres. Et c'était un peu plus oppressant que dans le premier village où là, ils côtoyaient rarement des occidentaux, donc pour eux, on était juste venus aider quoi. Il y avait plus ce côté économique, ce côté mendicité dans le deuxième village. La deuxième semaine, on est arrivé dans un endroit où on n'avait jamais soigné. On nous a mis à disposition une église qui était juste à côté du logement où on dormait la deuxième semaine. Elle était toute en longueur avec une estrade debout. On a installé le prothésiste. Et grâce à toute l'expérience qu'on a acquérie la première semaine, on a été beaucoup plus efficace et beaucoup plus ergonomique en termes d'organisation. L'étape pour les patients était mise pour qu'on puisse avoir accès facilement au matériel de chirurgie qui était d'un côté et nous avions organisé 2 tables dossées cette fois avec tout le matériel à disposition. Là on est en train du coup de préparer notre salle pour travailler, donc on a commencé à faire un soin dossé où on fera du coup les soins de carie. Donc il y aura cette table là où on va pouvoir mettre tout le matériel et il y aura ces 2 tables là où on pourra justement prendre les patients pour les soins de carie. On a aussi du coup au fond le côté où il y aura la prothèse avec Baptiste. Et tout le côté gauche il sera dédié à la chirurgie pour j'installe tout mon matos. Et après prise d'empreinte. Ils nous ont proposé d'aller voir le lac volcanique qui était juste à côté, qui faisait l'attraction du coin. Donc on est parti en bus, on arrive là-haut, revoilà les vendeurs de pierres. On descend un chemin et là, derrière les arbres, on voit le lac, c'était un énorme ovale turquoise. Et un turquoise mais impressionnant, des parois qui font 30 mètres de haut et nous qui descendons tout doucement le long d'un sentier. On arrive en bas, au bord des rochers, et puis là, on part se baigner. C'était juste magique, on était toute l'équipe, dans l'eau, au milieu de nulle part, avec 146 mètres de profondeur en dessous de nous. Juste incroyable. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il a fallu vite se remettre au travail.
Extraction, soins d'OC, empreintes, prothèses. Enfin, vous connaissez maintenant. Plus besoin de vous expliquer. Allez, c'est parti. On y va. Pour les soins, il y a eu un truc un peu différent dans le deuxième village. C'est qu'en fait, certains avaient déjà vu des dentistes ou d'autres même en avaient déjà plus entendu parler en tout cas que dans le premier village. Et du coup, il y a eu une manière de soigner qui était un peu différente. Ils manifestaient plus leurs exigences. Et du coup, parfois des dents qui n'étaient pas conservables en tant que telles, eux souhaitaient quand même les garder. Principalement à but esthétique, hein, mais c'était des dents qui allaient probablement faire mal. On se retrouvait à cureter des dents pour les soigner. Finalement, on tombait dans la pulpe et derrière, ils ne voulaient pas qu'on les extrait. Coucou, je suis Tahiri, je travaillais avec Loed depuis à peu près 11 ans déjà. Je travaille aussi avec Farah dans l'association Kadibé. Je suis son neveu en général. La mission avec Loed, c'est pour nettoyer les instruments là et faire tout ce qu'on peut faire. Par exemple pour la lumière, pour des petites réparations de quelque chose comme ça. On facilite le travail. À peine installé, mon petit labo organisé, les premiers patients arrivent. Eva et Charlotte prenaient les empreintes et je coulais directement. En fin de journée, les empreintes des 13 patients étaient prêtes. Il me restait 3 jours pour réaliser les prothèses. Timing serré mais réalisable. Le lendemain, je fais quasi la totalité des montages. Mention spéciale à Mathilde qui m'a fait presque une prothèse entièrement. Le jeudi, en fin de soirée, les prothèses sont prêtes. Vendredi matin, on pose tout, très peu de retouches. Le résultat est superbe. C'était ma 2e année au WED. Mon 3e village, peut-être ma 80e prothèse réalisée. Je me lasserai jamais de voir leur sourire et leurs yeux remplis de bonheur. Notre petit moment préféré avec Camélia et Louise lors du séjour à Trétréva, à la 2e ville, c'était quand Aimée, la cuisinière, nous apportait notre petit bol de lait concentré. Et on s'est tellement liés d'affection vers cette petite cruche de lait concentré que tous les soirs on lui en demandait en secret et qu'on se retrouvait toutes les 3 pour en boire. Et les autres n'ont jamais compris ça. On avait écrit une petite tenue et ça c'est notre secret de l'aventure. La 2e semaine, les enfants étaient un peu plus craintifs quand même, mais c'est vrai qu'il y a ce moment-là où il y a Charlotte, Camélia, Clarisse, Anaëlle, je crois. On commence à mettre de la musique et on fait une choré devant les enfants. Et c'est vraiment le moment où on a vu que leur timidité s'envolait et ils ont commencé à danser avec les filles et ils ont fait une chenille, ils criaient partout et c'était super avec ce coucher de soleil derrière eux et c'est vrai que c'est un moment qui m'a vachement marquée. La 2e semaine, on a aussi eu un 17e compagnon. Le cyclone Freddy. Le cyclone Freddy. Freddy. Le cyclone Freddy. Tropical cyclone Freddy. Freddy. On a eu quelques peurs en le voyant arriver petit à petit. Beaucoup de parents se sont inquiétés aussi, et même des membres de l'équipe. On voyait les habitants autour qui se barricadaient avec de grandes planches de paille collées aux murs, aux fenêtres pour couper le vent.
Au final, quand il était là, on ne l'a pas vraiment vu. Ça nous a surtout rassurés pour ceux qui avaient le plus peur de voir les toits s'envoler, les maisons s'écrouler. Au final, on a eu une sacrée brise, mais rien de très important. Je m'appelle Tabi Ndjembloul, je suis le responsable de l'église de FJKM de Tchitif. Pour l'organisation de la logistique, on a mobilisé tous les chrétiens de l'église et ils ont tout participé aux tâches qu'on a leur attribuées. On a tout emporté dans Tirabé, tous les matériels de cuisine, même les enfants. Ils ont transporté l'eau, ils ont transporté les bois pour cuire tous les riz. Pour l'amélioration sur le plan logistique, c'est le transport des matériels d'Antirabé jusqu'ici. Et aussi, l'église n'a pas de matériel comme les assiettes, les cocottes. Il faut donc les louer. Ça a apporté une grande satisfaction et on a éduqué l'église. On est un peu fiers du travail qu'on a effectué. C'est un peu rustique, mais on a fait tout ça avec un tel amour. Oui. Je suis Emira Koutarmanana. J'ai été faire des soins avec les dentistes. On m'a extrait une dent. J'ai pas du mal, j'ai même pas entendu la façon dont ils ont enlevé mes dents. À part une petite piqûre, comme si une petite mouche m'a piqué. Mais après ça, j'ai rien entendu. Puis après 2-3 jours, on m'a fait une prothèse pour 4 dents. Et là, je supporte bien, je parle bien, je mange bien. Dans le village, ils ont besoin de ça parce qu'à chaque patient, on a levé 4, 5, même 10 dents, 12 dents, je crois. C'est l'eau qui abîme les dents d'ici parce qu'il y en a des caries, beaucoup de caries. Ils préfèrent bien que vous reveniez là pour l'année prochaine pour faire pour les prothèses. Pour les prothèses et les autres qui n'ont pas pu enlever les dents. Au début, si vous avez remarqué, ils étaient réticents un peu. C'était moi la première qu'on a levé des dents et qu'ils ont demandé comment ça va. Ça va bien. Et alors ils se sont précipités, si vous avez remarqué. Mais finalement, il n'y a pas assez de temps. Si vous pouvez emmener des prothésistes, c'est mieux. Si vous emmenez beaucoup plus, et on préfère bien que vous reveniez ici l'année prochaine. C'est notre grand souhait. Ce dernier jour de la mission, le dimanche, on a eu la chance de pouvoir assister à une messe du Père Pedro, qui est vraiment une figure locale sur Madagascar, qui a vraiment développé tout un système en fait, d'aide pour les Malgaches, avec, donc, sur différents plans, sur la religion évidemment, mais aussi sur l'éducation, sur le logement, pour qu'ils arrivent à sortir de la pauvreté. Et donc on a eu l'occasion de pouvoir assister à une de ces messes, qui est toujours un grand moment pour eux, où ils se réunissent très nombreux dans ce qui s'apparente plus à un stade qu'à une église. On a été attendus, on a été placés, on a vraiment été happés par toute cette ferveur, par des chants vraiment prenants, par un environnement hyper coloré. Vraiment c'était joyeux, c'était vivant. On sent que tout le monde participe à ce moment de joie et de fête. Il y avait notamment tout un lycée, donc en l'occurrence les lycéens et les collégiens d'un lycée qui a été mis en place par le Père Pedro, avec voilà, toute une chorégraphie, des chants, presque un spectacle justement pour célébrer Dieu et avoir ce moment de communion et de légèreté aussi pour eux, qui sont souvent dans un quotidien un peu plus difficile. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très prenant dès le début de la célébration. On a également eu un témoignage personnel du Père Pedro, parce qu'on a été cité pendant la messe, en remerciant donc la mission et l'engagement qu'on avait pu avoir pendant ces 15 jours. Donc ça, c'était quelque chose qui résonnait dans tout le groupe, puisque ça venait un petit peu conclure ces 2 semaines de mission assez engageantes sur le plan humain, sur le plan physique aussi. Et vraiment, ça a donné un sentiment de gratitude. On savait pourquoi est-ce qu'on était venu, et les mots du Père Pedro pour l'ensemble des gens de la mission ont été vraiment bien accueillis, et ça a vraiment replacé les choses sur le sens de cette mission WED. Et ça restera, je pense, un souvenir gravé dans
dans ma mémoire pour très très longtemps. On a pu également, à la fin de la célébration, lui parler un petit peu, donc c'était un moment très fort. Il a bien compris le sens de la mission, de ce qu'on apportait aux Malgaches, et qui résonnait dans une toute autre échelle, mais avec son engagement à lui. Donc c'est vraiment un personnage, une figure locale qui était très inspirante et qui venait bien conclure l'engagement qu'on avait pu avoir chacun d'entre nous pour cette mission.